18 février 2023, nous sommes à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, bonsoir. Le rendez-vous toujours pris avec Congo Presse, c'est sans relâche. Et donc nous sommes sur ce plateau. Vous retrouvez que aujourd'hui, Congo Presse n'a pas son habillage de chaque jour, c'est de manière assez exceptionnelle qu'on va échanger avec un seul invité, un journaliste, quelqu'un qui va essayer d'analyser les questions d'actualité avec nous. Désiré Tchibikoyi, bonsoir et bienvenue à CM13 Télévision. Bonsoir, merci beaucoup Francis pour l'opportunité que vous nous donnez de nous exprimer chaque fois que les sujets d'actualité se présentent. Nous en sommes fiers, Coton. Nous profitons de l'occasion pour saluer tous les téléspectateurs de CML13 Télévision, particulièrement ceux de Congo Presse, de Merci partout où ils sont. Vous allez bien. Très Comment bien. va la République? La République se porte bien. Nous allons bien, malgré quelques situations que nous avons et que nous sommes montrés que le président de la République et tout le gouvernement continuent de se battre pour établir à l'ordre. Je pense à la situation à l'est de la République démocratique du Congo où les forces armées de la République démocratique continuent de se battre et de pouvoir faire de leur mieux pour que l'intégrité du territoire soit réellement garantie dans le détail. Merci beaucoup. Justement, parce que vous parlez de la situation à l'est de la République démocratique du Congo, je voudrais, parce que l'actualité aussi l'exige, je voudrais qu'on revienne un peu sur le mini-sommet qui a eu à Addis Abeba autour de chefs d'État qui ont de manière particulière analysé la question sur l'insécurité à l'est. Vous avez suivi, on a encore donné un délai jusqu'au plus tard 30 mars pour que le 1v3 se retire de leur position occupée de terres congolaises. Mais vous rappelez que avant il y a eu un délai, mais le 1v3 visiblement soutenu par le Rwanda n'a pas obtempéré au délai qui a été donné par le chef d'État. Est-ce que cette fois-ci, on peut encore donner confiance au chef d'État de l'AC ou bien carrément c'est Félix Tshisekedi qu'on est en train de tourner en rond? Bon, ça dans le cadre de la diplomatie, moi je pense que d'ailleurs au cours de ce mini-sommet, il n'a pas été prévu la question de l'Est de la République démocratique du Congo dans la rédaction initiale de questions à soumettre à l'ordre du jour, mais le président de la République, Félix Tshisekedi, qui s'est imposé sur place pour que la question de la République démocratique du Congo y soit débattue. Et on se souviendra que depuis que l'Union africaine est Union africaine, au cours des agressions que nous connaissons à l'est de la République démocratique du Congo, il n'y a eu aucun communiqué dans ce sens-là pour soutenir la République démocratique du Congo, encore moins condamner le groupe du 23 mars ou la République du Rwanda qui nous agresse au jour le jour. Cette fois-ci, parce qu'il a été présent, il s'est imposé que cette question puisse être mise en débat. Mais au-delà de cet aspect de choses où le mini-sommet appelle à un retrait total du groupe de 23 mars jusqu'au 30 mars, bon, c'est quelque chose que nous ne pouvons qu'apprécier parce que c'est le fruit de nos efforts. Mais est-ce que c'est la première? On en a déjà beaucoup donné. C'est notre aspect. Ça, c'est le combat en matière diplomatique. Ce combat que nous continuerons de mener jusqu'à la fin des hostilités. Mais de l'autre côté, les forces armées de la République démocratique du Congo continuent de se battre. Et d'ailleurs, en ce jour, ils enregistrent beaucoup de succès sur terrain parce que vous avez lu dernièrement les communiqués du M23 qui appelait à un cessez-le-feu, qui disait que les forces armées bombardaient les positions qui sont comprises au niveau de la population. C'était tout simplement une stratégie pour pouvoir démontrer l'échec et les revers qu'ils accusent, solliciter de la communauté internationale un cessez-le-feu pour leur permettre de se réorganiser. Et c'est que moi j'ai apprécié
dans l'actuelle démarche, c'est que le chef de l'État a convenu d'abord de se retrait du communiqué qui a été fourni au niveau de Burundi, peu avant le communiqué qui est fourni au niveau du mini-sommet de l'Union africaine. Malgré ce communiqué, le chef de l'État fait confiance à cette diplomatie, mais il fait encore beaucoup plus confiance aux forces armées sur terrain parce qu'il leur demande de ne pas obtempérer à cette mesure de cesser les feux, ce qui fait que les forces armées continuent de se battre avec les équipements qu'ils ont acquis dernièrement et ils font face à un succès impeccable en ce jour. Nos hommes se comportent très bien sur terrain et ce qui s'est fait sur le plan diplomatique, c'est tout simplement pour nous permettre de faire voir à la face du monde, à la communauté sous-régionale, communauté régionale et internationale, que nous sommes victimes d'une agression de la part de la République du Rwanda et que la communauté internationale doit intervenir. Mais de ce fait, l'intervention de la communauté internationale n'est que diplomatique. Ça, c'est ce que nous avons lu en termes de communiqué. Mais les sommets de l'Union européenne, il y a eu plusieurs parlementaires de l'Union européenne qui ont condamné la position du Rwanda. C'est comme ça que les Congolais, certains Congolais disent qu'ils sont déjà fatigués des déclarations de mise en garde, de délais accordés en V3, pendant qu'ils continuent à piller à l'Est, ils continuent à occuper les terres congolaises. Les Congolais disent finalement qu'ils sont fatigués, et peut-être il faudrait revoir cette façon de faire. Avant de revenir, bien sûr, aussi ce qui s'est fait sur le terrain. La responsabilité du gouvernement congolais dans cette situation, la responsabilité diplomatique, parce qu'il faut que les gens comprennent. Le gouvernement, le régime, le président de la République a une responsabilité nationale et une responsabilité internationale. Là, dans la politique nationale, le président de la République met à la disposition des FARDC de moyens nécessaires pour faire face à l'agression. Mais dans la politique internationale, dans la diplomatie, le président de la République se déploie à faire comprendre à ses partenaires, y compris ceux de l'Union européenne, ceux de l'ONU, ceux de la SADC, ceux de l'EAC, que notre situation à l'est de la RDC a comme auteur principal la République du Rwanda. Et les chefs de l'État les dénoncent à travers toutes les occasions qu'ils reçoivent au niveau des sommets internationaux. C'est ça notre responsabilité. Maintenant, les comportements des organisations dans lesquelles nous exprimons par rapport à cette situation, c'est ce qui démontre en réalité que la situation que nous connaissons, c'est une situation de complot international. Parce que nous, en tant que régime, en tant que gouvernement, nous faisons notre part de responsabilité de présenter la situation avec des éléments de preuve. Voici la situation. Malheureusement, on ne vous prend pas au sérieux. Mais cette situation, non, écoutez, il ne faut pas faire cette digression en disant qu'on ne prend pas le président Félix Tshisekedi. On ne prend pas le Congo au sérieux. Non, mais ce n'est pas le Congo. Le Congo est représenté par un chef. Si on ne prend pas le Congo aujourd'hui au sérieux, ça veut dire qu'il y a un chef. Le chef qu'on ne prend pas au sérieux. Je veux vous dire que si on va dire qu'on ne prend pas le président de la République au sérieux, c'est qu'hier, on pouvait encore dire qu'on ne prenait pas Joseph Kabila au sérieux, ou avant-hier, Mouzé Laurent Désiré Kabila, on ne le prenait pas au sérieux. La situation de la République démocratique du Congo, c'est une situation qui dépasse les individus. C'est une situation qui dépasse les régimes politiques, qui dépasse la classe politique. C'est une situation où ce sont les richesses du Congo qui sont enviées, et donc ce n'est pas la tête de celui qui est à la tête de la République et qui est visé, mais c'est le Congo. Et donc, chaque fois que ces intérêts-là continuent d'exister en termes de richesse sous-sol et sol, notre situation sera toujours dans cet état de fait par le partenaire international. Ce n'est pas la situation de Félix Tshisekedi parce que Tshisekedi pourra partir en 2023-2028, mais l'envie et cet appétit de la communauté internationale et d'autres organisations à pouvoir piller les richesses du Congo ne s'arrêteront pas avec les départs de Tshisekedi. Ces appétits ne se sont pas arrêtés avec les départs de Kabila, encore moins les départs de M. Laurent Désiré Kabila. Ils ne s'arrêteront pas avec les départs de Tshisekedi. Et donc, ce que Tshisekedi fait de mieux, c'est de renforcer notre politique nationale de défense. Au jour d'aujourd'hui, il y a un outil en matière de la politique de défense qui est fourni. Cet outil nous ramène sur des éléments en termes d'équipement, en termes de la prise en charge de personnel, en termes de primes de combat pour les unités qui sont sur terrain, en termes de prise en charge des allocations des faits carrière pour le soldat, et donc, grosso modo, en termes de révisitation de la situation
sociale du militaire. De l'autre côté, on aborde cette question de la lutte contre l'infiltration pour militer en faveur d'une armée qui est totalement congolaise, une armée patriotique dans laquelle on ne trouve pas des infiltrés. Et donc la réorganisation de l'armée, c'est le seul facteur qui peut permettre au président de la République, et c'est ce qu'il est fait, avec les forces d'équipement, de pouvoir en finir avec cette situation. Vous avez tout à l'heure là dit que nos forces armées de la République se comportent très bien sur terrain. Alors, quel est maintenant le rôle qui est joué maintenant sur terrain par la force régionale? On a déployé les armées de pays voisins, de pays qui sont frontaliers à la République démocratique du Congo. Est-ce que ils jouent aussi un rôle important à ce moment ici aux côtés de nos FARDC? Jusqu'à ce jour, nous avons toujours dit que le seul partenaire crédible et fiable pour résoudre la question du Congo, ce sont les Congolais. Ce qui est fait au niveau de la sous-région, ce sont des efforts diplomatiques. Mais que ces efforts diplomatiques ne rencontrent pas la situation sur place, parce que vous allez voir que la force régionale n'est pas venue en mission offensive comme on avait décidé avant son arrivée au niveau de Nairobi. Et ça, c'est cette espèce de volte-face, c'est à mettre dans les crédits de du complot international dont est victime la République démocratique du Congo. Et donc, tout cela pouvait faire, à un certain moment, décourager les efforts du gouvernement, qui, malgré cela, ne se décourage pas, mais continue ses pourparlers pour que cette situation puisse changer. Le rôle de la force régionale n'était pas de se transformer à une mission d'observation. Le président de la République lui-même l'a rappelé. Ce qui est là, c'est que la sous-région, la communauté de l'EAC, ne respecte pas sur place les engagements diplomatiques que nous avons pris. C'est ce qui fait quand même le délai, les résolutions prises, je crois, récemment par le chef d'État ne seront pas appliquées sur le terrain. Parce qu'on a vu, on donne à la force régionale une mission offensive, mais sur le terrain, ils sont devenus plus que réparateurs des tuyaux de la régie des eaux. Mais le gouvernement de la République démocratique du Congo n'a jamais dit qu'il comptait exclusivement sur les armées étrangères pour résoudre la question à l'est de la République démocratique du Congo. Pour preuve, il continue de compter sur ses propres forces armées. C'est ce que je venais de vous dire. Les efforts que nous faisons aujourd'hui, avec la nouvelle loi. Mais pourquoi continuer à passer du temps aux côtés des gens? On ne passe pas du temps, ce sont les efforts diplomatiques. Qui vous prennent pour... Les efforts diplomatiques continueront, même entre la Russie et l'Ukraine, les chats diplomatiques qui sont toujours sur la table. Cela ne veut pas dire que sur terrain, il n'y a pas d'opérations qui continuent d'être menées. Les opérations sur terrain seront menées par les forces armées de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, le dernier recrutement organisé sous l'égide du président de la République avec l'actuel gouvernement ont produit des résultats, parce qu'on a aujourd'hui un effectif beaucoup plus important qui va nous permettre de faire face à cette situation. Et donc le chef de l'État et son gouvernement comptent en 98% sur l'armée nationale, et les efforts diplomatiques, on n'en donne que 2% dans le processus, mais ce n'est pas pour autant qu'on va se lasser à pouvoir mener ces combats diplomatiques pour pouvoir faire voir à la face du monde que la situation que nous avons a comme responsable numéro 1 la République du Rwanda. Mais de l'autre côté, nous disons, nous n'avons jamais renoncé à notre responsabilité en tant que gouvernement de défendre l'intégrité de notre territoire à travers l'armée nationale. Merci beaucoup Désiré Tchimkoyi. Avec vous, on va prendre cette question qui a créé beaucoup de polémiques à travers le pays, plus surtout à Kinshasa. La question de notre boxeur Martin Bakolé. Je sais que vous êtes journaliste et que vous êtes sérieusement et suffisamment informé sur la question. Vous avez suivi, il a été accompagné jusqu'à prendre un montant de $100,000 parce qu'il devait avoir un combat, et après il s'avère qu'il n'a plus ce combat. Et maintenant les Congolais se posent la question, où est cet argent et qui est-ce qu'on devrait donner nécessairement cet argent à Bakolé à travers le main de quelqu'un, ça passé par le circuit bancaire? Merci beaucoup Francis. D'abord, de manière générale, il faut dire que la chaîne des dépenses n'a pas été respectée, parce que dans la chaîne des dépenses, la procédure, c'est
le ministère sectoriel, c'est-à-dire le ministère des Transports, le ministère sectoriel, le ministère du Budget, le ministère des Finances qui signe l'OPI, l'ordre de paiement informatisé, qui passe par la banque centrale, à des banques commerciales, soit un chèque pour permettre aux bénéficiaires de pouvoir avoir l'argent. Maintenant, en ce qui concerne les enquêtes qui devaient être menées, la contre-expertise, ou comment on dit, oui, la contre-expertise pour s'assurer effectivement que notre champion, Bakole, avait réellement un match de boxe au niveau de l'Amérique, quelque chose comme ça. Je crois que c'est en Turquie, je crois bien. Oui, devait être fourni par les équipes du ministère des Transports, des Sports. Les ministres des Sports, avant de signer ces documents, devaient s'assurer effectivement au niveau international, parce que c'est de sa responsabilité, c'est son secteur, il a tout le moyen de l'État pour avoir les informations nécessaires sur toute la situation. Parce que après on a vu son adversaire, celui qui devait se battre avec Bakole, dire qu'il n'a jamais été question, n'a jamais été prévu un combat avec Bakole. Oui, mais c'est là où nous regrettons la déchéance au niveau de la gestion au ministère. La régie, si vous pouvez nous mettre un peu la photo de Bakole en train de recevoir le ministre de Sport qui a accusé Serge Condé, qui a accusé un acte d'une incompétence hors pair. Cet acte d'incompétence doit avoir des conséquences politiques. Ces conséquences politiques, c'est que le chef de l'État devrait en ce jour prendre des mesures pour avoir des gens qui s'y connaissent par rapport à la matière. Parce qu'on ne peut pas avoir un ministre qui signe un acte sportif, ça s'assurer de l'existence de cet acte. Et au jour d'aujourd'hui, y compris le ministre des Sports et nous, la population... Ça c'est l'argent de la République. On donne entre le maître d'Israël... Nous sommes surpris du fait que le match n'a pas lieu. En ce qui concerne notre champion Bakole, ce que nous devons dire, c'est que notre champion, en tant que Congolais, qui a réussi dans la vie et qui a réussi à impacter positivement l'image de la République démocratique du Congo au niveau de la communauté internationale, 100 000 $ ne représenteraient absolument rien. Mais on n'a pas besoin de mentir la République pour avoir 100 000 $. S'il avait besoin d'argent, il pouvait bien passer par d'autres voies normales, plutôt que de monter une histoire qui n'existe pas pour pouvoir avoir l'argent. Parce que moi, ce qui m'a choqué dans son communiqué, c'est que quand il avait réclamé cet argent à travers une petite vidéo, je me suis dit, c'est quelqu'un qui venait de gagner une très grande compétition internationale. Mais cette histoire de Bakole aussi. Une compétition qui devait lui rapporter, en tout cas si c'est moins, c'est $1 million. Ne peut pas. Il a rencontré toutes les autorités. Oui, avec, on imagine qu'il avait eu quand même une solidarité financière en ce qui concerne son combat. Mais je parle ne fût-ce que de l'organisation de ces championnats qu'il a remportés. C'était championnat qui donne beaucoup de moyens, beaucoup d'argent. Et donc vous estimez qu'il est descendu? Et si c'est moins, c'est 1 million ou 2 millions de dollars. Est-ce qu'une telle personne pouvait s'inquiéter sur la place publique? Parce qu'il a jeté de l'opprobre à la République démocratique du Congo en faisant d'abord la première vidéo à travers laquelle il disait n'avoir plus le moyen de prendre en charge son séjour à l'hôtel où il était resté. C'est un acte trop bas et trop ridicule de la part de notre mais si le gouvernement est irresponsable, pourquoi vous ne voulez pas que Bakole en parle? Non, il faut dire ceci. Bakole a fait ses exploits dans le cadre de ses activités privées. Il n'a pas été pris en charge par le gouvernement. Quand il est allé faire ce combat, il n'a jamais été envoyé par le gouvernement. Et même quand il est revenu, il n'a pas engagé le gouvernement dans le combat, c'est-à-dire les activités qu'il a menées. C'est vrai, c'est un Congolais, c'est un compatriote, mais il avait mené... Il fait l'honneur du pays. Effectivement, c'est comme Francis qui fait une très grande chaîne en France, qui fait du succès, mais dans le cadre de ses activités privées. Mais Francis, en tant que Congolais, peut demander une subvention de la part du gouvernement congolais. C'est reconnu par la loi. Et d'ailleurs, c'est que la plupart peuvent faire. Mais au-delà du fait qu'il est Congolais, il n'a pas ce pouvoir-là de pouvoir exagérer. Ce qu'il a fait, c'est un acte d'exagération. Il est allé très loin. En voulant mentir tout un peuple. Dire qu'il a match et qu'on devait le soutenir par rapport à ce match et que par la suite, on se rend compte que ce match n'avait pas lieu.
Je pense que c'est un acte qui le réduit à son niveau et qui ne le respecte pas, y compris aussi dans le monde sportif, vis-à-vis du peuple congolais, vis-à-vis de la communauté internationale et vis-à-vis même du club de boxeurs. Mais vous aussi, le gouvernement, il fallait attendre que Bakole fasse une petite vidéo pour réclamer d'abord l'argent de son hébergement. Non, attends, mais ensuite, Bakole devait réclamer l'argent de l'argent pour son prochain combat. Il devait réclamer l'argent de la part du gouvernement. Pour quelle raison? Il n'y a aucune raison. Il n'a reçu aucune mission de la part du gouvernement congolais. Il n'avait pas engagé la République démocratique du Congo. Mais quand il a été reçu par le président de la République. Non, il a été reçu comme qui? Maître Gims a été reçu ici. Kofi Olomide a été reçu. Je crois Jibem Piano aussi a été reçu. Je crois que vous n'êtes pas sur la liste des gens qui ne peuvent pas citer les noms de Kofi. Ce sont des gens qui font la fierté de la République démocratique du Congo dans le monde musical. Je vais vous citer Kofi, par exemple, Héritier Watanabe ou Fali. Ce sont des gens qui peuvent être reçus par le chef de l'État. Mais ce n'est pas pour autant Héritier a organisé dernièrement une activité au stade de Martyr. Mais c'était une activité privée. Fali ne peut pas organiser une activité au stade de Martyr. Est-ce qu'il a eu une subvention de l'État? Ce sont des activités privées. Il n'avait pas engagé le gouvernement. Donc le combat de Bakole, c'était un combat privé? Non, mais un combat il n'a privé, pas engagé la République. Engager le gouvernement signifie avoir reçu mandat. Mission ou mandat de la part du gouvernement. Comme le léopard. Comme le léopard. Mais c'est vrai que c'est un Congolais, il peut mener une action qui vend positivement l'image de la République démocratique du Congo. En ce moment-là, le gouvernement peut ou pas récompenser. Ce n'est pas obligatoire, mais le gouvernement peut se dire, mais ces jeunes-là, il a fait quand même du succès, on les récompense. Et je pense qu'il a reçu un passeport diplomatique. C'est une récompense de la part du gouvernement. Ouais. Et ça, mais monter une activité comme ça pour mentir tout un peuple, je pense que s'il est conscient, il est sérieux, il doit ramener cet argent. Alors, je vais vous lire un peu les tweets de Jules Alenguiti, qui est l'inspecteur en chef de l'IGF, bien entendu. Il dit l'hypercute de Bakole au trésor public démontre à suffisance les compétences de nos autorités sportives. Il continue, il dit pourquoi le ministère des Sports a sollicité par écrit un paiement du trésor public sans au préalable disposer de preuves de ces combats. Mais c'est ce que je venais de dire ici à l'aune de mon intervention en disant le ministre des Sports a accusé d'un acte d'incompétence qui n'a jamais existé. Et ça, c'est honteux. Et s'il était vraiment sérieux envers lui-même, il pouvait même aller loin et démissionner du gouvernement. Parce que signer un document signifie engager sa responsabilité sur l'authenticité et la vraisemblance même de ces documents-là. Mais le ministre signe un document pour un match qui n'existera pas. Mais aujourd'hui, le ministre ne donne aucune explication. Non, mais il doit en réalité écoper des sanctions politiques. L'acte du ministre doit avoir des conséquences politiques afférentes. Ah bon? Oui. Si cet acte n'a pas de conséquences politiques, en tout cas, ça sera regrettable. C'est en même temps, ça démontre, ça affirme la thèse de ceux qui disent que non, notre sport a des problèmes aujourd'hui parce que le ministre est incompétent. Ça vient confirmer cela. Nous devons, à un moment, nous devons être sérieux, nous dire la vérité en face. Cet acte-là vient affirmer cette hypothèse de l'incompétence du ministre des Transports. Serge Condé aussi, il y a un problème avec... Avant qu'on ne rentre, on va rentrer sur le dossier de Bakole, mais il y a un problème avec le stade de Martyr qu'on a refusé d'homologuer par la CAF. Et puis Francis, par rapport à cette question, je demanderai à M. Gilles Alinguetti de pouvoir diligenter les inspecteurs. Alors, des inspecteurs vraiment compétents des finances au niveau du ministère des sports. Alors, quand vous regardez... Allez-y. Le gouvernement ne peut pas mettre en moyen. Vous savez, les niveaux de collaboration au niveau des conseils des ministres. C'est que chaque ministre sectoriel présente un besoin. Et ce besoin est discuté au niveau du conseil des ministres, adopté, et le premier ministre autorise que cet acte puisse être mis en exécution. Et donc, le ministre des Sports a présenté un besoin de réhabiliter les stades de Martyr. Et ce besoin a été exécuté par le gouvernement. Plus de 50% par le gouvernement à travers le ministre des Finances. Mais, malheureusement,
parce que celui est responsable technique. Le gouvernement est responsable politique et il met en place, en disponibilité, le moyen financier et il a fait. Mais sur le terrain, on trouve qu'il n'y a rien d'important qui a été fait. En ce moment-là, qu'est-ce qu'on s'est dit? Après, on demande à la CAF de revenir, d'envoyer encore une mission d'inspection. Il paraîtrait qu'on a travaillé nuitamment. Mais pourquoi ne l'avoir pas fait avant que mais si la CAF a travaillé nuitamment, la mission de la CAF ne revienne? Il a travaillé, la CAF a travaillé nuitamment pour... Je parle du ministère des Sports parce que c'est le ministère des tutelles qui ont pris en charge l'entretien du stade. Oui, mais cet entretien a été financé par le gouvernement. C'est ça qu'on se pose des questions. C'est-à-dire que cet entretien a été financé par le gouvernement après étude de faisabilité. On ne peut pas entretenir avec la tête. On se dit, bon, pour réfectionner ces mails, on a besoin de tel objet, tel objet, tel objet. Et c'est vous-même qui fournissez il y a eu un état de besoin. Un état de besoin. Sur base des études, il a un cabinet, il a des conseillers. J'imagine que ces conseillers-là peuvent être importants d'une certaine manière, qui lui disent on a besoin de ceci, on a besoin de cela. Et le gouvernement ne met en disposition de moyens que ce que vous lui avez présenté. Mais maintenant qu'on se rend compte que dans la faisabilité, il n'y a pas un bon résultat. C'est qui les responsables? C'est le ministre des Transports. Soit les moyens qui ont été affectés par le gouvernement n'ont pas été réellement utilisés pour la cause. Et dans ces cas, on demande au ministre à l'inspection générale des finances, M. Jules Alinghetti, de pouvoir mener une enquête importante là-dedans pour retracer l'utilisation des fonds qui ont été mis à la disposition du ministre des Transports pour homologuer les stades. C'est de la honte quand même. Nous avons des situations importantes. Je ne sais pas si j'étais en complicité avec la région, on allait nous mettre quand même les photos de murs, des toilettes du stade, mais c'est une honte du siècle. Réhabiliter un stade, ne fût-ce qu'un stade, ça, on doit attendre 2 ou 3 ans. Alors qu'il est là depuis une année, depuis 2 ans. Mais ce stade de Marty génère des fonds. Des fonds, oui. Où sont affectés les fonds générés par le stade de Marty? C'est encore une question. C'est encore qui les responsables du stade de Marty? Il y a de publicités qui passent au stade de Marty. Chaque fois qu'il y a des activités comme celles qui ont été organisées par la question ici où va l'argent? Oui, mais ces fonds-là devaient servir quand même. On ne peut pas s'entraîner sur un stade et générer de l'argent sans affecter les fonds pour sa réhabilitation. On a mis quand même des chaises. Quand même. Non, pas des chaises, c'est encore beau. Les conditions hygiéniques du stade de Martyrs ne sont pas confortables. On me dit que l'inspecteur de la CAF, quand il est arrivé au niveau de vestiaire, il s'est posé la question si c'était sa vestiaire ou il était dans un autre endroit. Vous voyez? C'est une question qui révolte. Mais maintenant, Francis, 1 minute pour donner une précision de taille quand même par rapport à cette question de Bakolé. Non, je vais vous donner cette précision, mais je vous pose d'abord une question. Quand vous regardez cette image, il y a 3 personnes. Je vois Martin Bakolé, je vois Israël Mutombo. Bon, la dame, je n'ai pas son nom, ça doit être c'est elle la concierge, je ne sais pas, au ministère de Sport. Quel est le sentiment qui vous anime quand vous voyez cette image? Tout ce que moi, je regrette dans cette démarche, les compétences du ministre des Transports. Non, les sentiments qui vous animent, vous, en regardant l'image. Je ne pense pas que cette image soit prise au niveau du ministère des Transports. Ça doit être à la Banque centrale du Congo. Parce que le ministre, oui, ça doit être à la Banque centrale du Congo. Oui, ça doit être à la Banque centrale. Et malheureusement, la photo, c'est une photo prise par le service de communication du ministère des Sports. Il y a le logo en bas. Oui, évidemment. Peut-être qu'ils ont accompagné Bakolé. Le ministre des Transports, des Sports, croyait avoir fait un bon boulot en donnant à Bakolé l'argent alors qu'il s'est foutu dans la merde. Et il doit sanctionner son conseiller en matière de sport. Je ne sais pas ce que c'est un joueur. Est-ce que c'est un sportif? Si lui ne sanctionne pas ses conseillers, c'est regrettable. Et de la part du gouvernement, il doit être sanctionné par le Premier ministre. C'est pourquoi j'ai dit qu'il doit y avoir des conséquences. Parce qu'eux, ils se sont réjouis de cet acte. Ils ont cru avoir réalisé une prouesse. Or, c'était une bêtise. Non, mais c'est à mettre dans la coupe du ministre Serge Condé qui a fait un bon boulot par rapport à ce qu'il a exposé. C'est un acte qui a dénudé les cabinets du ministre des Sports.
Il a été dénudé. Il est nul dans la place publique. On dit c'est un monsieur nul. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas mener une étude préalable avant de signer. Signer signifie engager sa responsabilité. Mais il signe sur un acte qui n'existera pas. Est-ce que ça pouvait compter grand-chose au ministre? Ça pouvait lui coûter les yeux de la tête? À s'informer ne fût-ce que par ses services de l'existence de cette activité et de répondre à M. Bakole que messieurs, au regard des éléments que vous avez fournis ici, on se rend compte que l'activité dont vous parlez n'aura pas lieu et donc le gouvernement de la République. Mais c'est pour ça que le ministre des Sports existe. Mais venons-en à la situation qui concerne Israël Mutombo. Ah, vous voulez parler aussi d'Israël? Je ne sais pas les rôles qu'il joue quand c'est lui qui prend l'argent pour donner à Bakole. Beaucoup de gens s'apprendre à Israël Mutombo. Soyons un peu sérieux dans ce pays. Israël Mutombo est un journaliste d'investigation. Un journaliste d'investigation qui a un organe de presse qui fait aussi de la communication. Et avant que Bakole ne vienne chez Israël Mutombo, il a fait une vidéo privée qui a été suivie par tous les Congolais. Et beaucoup de Congolais lui ont fait de la compassion. Et évidemment, Abed Achou qu'il avait reçu et d'autres qu'on ne saura pas citer ici pour lui présenter de la compassion. En tant que Congolais d'abord, Israël Mutombo pouvait avoir de la compassion au même titre que les autres. En tant que journaliste, Israël Mutombo a reçu M. Bakole dans le cadre d'une communication. Il est venu faire passer son message. Et c'est ce que tout journaliste ferait à la place d'Israël Mutombo. Un citoyen qui a un problème et qui vient soumettre son problème auprès d'un organe de presse, il dit « Monsieur, je vais passer mon message par rapport à telle injustice. » Il vient. La responsabilité du journaliste, c'est de faire passer ces messieurs-là. Et s'il y a des gens qui disposeraient des informations contradictoires par rapport à ce que M. Bakole est allé dire au niveau de Bossolo la politique, ne pouvait que contacter Israël Mutombo pour lui dire « Monsieur Israël, le monsieur que vous faites passer... » Attendez. Oui? Il fallait seulement que Israël attende que quelqu'un qui a des informations contradictoires sur son invité vienne dire à Israël que les combats n'auront pas lieu. Non, attendez. Mais peut-être vous et moi, nous sommes des journalistes. Vous pouvez me laisser continuer. D'abord, je voudrais recadrer une chose. Attendez. Je vous laisse. Vous allez poursuivre. Moi, je vous relance. Alors, il fallait Israël, journaliste d'investigation de son État, il fallait qu'il puisse attendre. Bon, recevoir Bakole pour une communication, c'est tout le monde qui peut le faire. Il n'y a pas de souci. Mais est-ce qu'Israël ne pouvait pas se renseigner d'abord, en tant que journaliste d'investigation, si les combats avec l'adversaire de Bakole, c'est un combat réel ou fictif? Ce n'est pas le travail d'Israël Mutombo. Mais c'est quoi le travail d'Israël? C'est le travail des journalistes d'investigation. Attendez, c'est ça, je me dis, vous êtes journaliste comme moi. Nous avons été à l'IFASIC. Les gens ont une mauvaise interprétation de ce qu'ils attendent des journalistes d'investigation. Les journalistes d'investigation, la meilleure signification. Les journalistes d'investigation font une enquête sur une situation, par exemple, ce qui concerne récemment ici le détournement de fonds publics dans le programme Tchilé-Gelou. Une enquête d'investigation n'est pas un dossier à faire pendant 24 heures, 48 heures. Parce qu'on voit beaucoup de journalistes qui se font appeler des journalistes d'investigation, faire des investigations de 1 heure sur un dossier qui aura pris 1 ou 2 ou 3 ans. Allez-y. Les journalistes d'investigation mènent une enquête sur un dossier donné que lui initie. Soit il est contacté par une personne ou un groupe de personnes qui viennent lui dire « Monsieur Francis, vous êtes journaliste d'investigation, veuillez mener des investigations par rapport au détournement de fonds publics au ministère de Sport. » Et il s'active. Soit de son initiative personnelle, il s'est dit avoir couvert une activité où les journalistes par les flairs intuitifs constatent que dans cette activité, il y a un flou. Je peux initier une enquête. Ça, c'est une activité purement journalistique. Mais dans le cadre d'une activité de marketing, de communication. Sans oublier que vous demeurez toujours journaliste. Vous êtes appelé à vérifier le fait, même si vous êtes en marketing. Vous êtes journaliste, vous êtes en face d'un citoyen congolais qui vient présenter
une situation donnée. Et ça ne vous empêche pas, en tant que journaliste, de vérifier le fait. Bon, je veux me demander si tous les journalistes qui passent dans des chaînes de télévision et les invités qui passent en longueur de journée, les journalistes passent leur temps à vérifier d'abord ce que ces gens-là viennent de dire. Voilà là où il y a la différence. Non, lorsque les gens passent, par exemple, à la télévision pour dire que Monsieur Denis Kadima était membre de l'UDPS, je vous donne un exemple. Les journalistes que vous êtes, y compris ceux d'autres d'investigation, prennent le temps de s'assurer de l'authenticité de cette déclaration. On ne prend pas le temps à ce moment parce que le propos sur le plateau d'un journaliste revient exclusivement à son auteur qui est l'entité. Voilà que je n'ai même pas le droit de vous poser la question. Relancer. Je vous amène juste à une compréhension. Je vous relance pour que ceux qui nous suivent aient quand même le temps de maîtriser ce que nous sommes en train de dire ici. Oui. Bakole sur le plateau d'Israël, qui fait son travail, est venu pour une situation donnée. La situation ici, c'est que Bakole a un combat. Oui. Israël qui le reçoit, communication, marketing, ce que vous voulez appeler ça, ce n'est pas un problème. Il donne sa communication et c'est le journaliste qui prend l'engagement d'accompagner son invité à rentrer dans ses droits. Appelons ça comme droit. Est-ce que pendant le temps que le journaliste est en train d'accompagner son invité à gagner le gain, à atteindre son objectif, le journaliste ne peut pas prendre soin de vérifier si ce que son invité dit et qu'il a pris la décision de l'accompagner est vrai ou faux? En matière d'investigation, je pose cette question parce que quand j'ai monté, il y a un téléspectateur de Congo Presse qui m'a posé cette question. Je vais la poser à mon invité. La meilleure source en ce qui concerne Bakole, parce que Bakole est une star, la source fiable et la source crédible, c'est Bakole lui-même. Quand je vais avoir des informations en ce qui concerne Fally Ipupa, et je reçois Fally Ipupa sur un plateau de télé, j'ai en face de moi la source crédible. C'est différent quand je reçois quelqu'un qui se fait passer communicateur de Fally Ipupa. Je ne sais pas si vous comprenez. Je reçois Monsieur Fally Ipupa qui vient parler de Fally Ipupa sur un plateau. Mais vous savez pourquoi c'est une dimension, c'est une dimension de crédibilité indiscutable. Vous savez pourquoi cette affaire de la pleure? C'est parce qu'il s'agit de $100 000. Malgré pour Israël, c'est Ezambongo ya poche à l'écolo. Non, ça c'est notre débat. Mais pour les Congolais, ça cote quand même. Ça c'est notre élément. Allez-y. Deuxième fait, c'est que le journaliste n'est pas obligé, je parle d'une obligation, de fournir des enquêtes d'investigation chaque fois. Au moins vérifier le fait. Oui, vérifier le fait. Je vous ai parlé de la crédibilité de la source qui vient parler. C'est comme Désiré Tchimbekoy qui vient parler de Désiré Tchimbekoy. Monsieur Bakole est crédible, c'est la source fiable qui vient parler de lui. Mais ça vous limite pas comme un journaliste d'élargir les champs. Ça ne vous limite pas, mais ça ne vous oblige pas. C'est là où je vous dis, c'est facultatif. Une enquête d'investigation est facultative et non obligatoire, alors que tous les amis puissent suivre. Faire une enquête, faire une investigation sur un dossier n'est pas une obligation professionnelle pour le journaliste. Vous avez fini par rapport à ça? Non, je continue. Et donc, Monsieur Israël Mutombo n'était pas obligé de faire une investigation. Mais il a été quand même embarqué. Je dis bien, il n'était pas obligé. Oui. Parce qu'on lui reproche le fait qu'il est journaliste d'investigation, comme pour dire qu'à chaque fait, il doit faire une investigation. Une investigation. Et s'assurer de... Est-ce qu'il y a eu différence entre investigation... et vérification. Vérification de l'information. Parce que ici, Bakole a dit il a un combat avec X. Est-ce que, en tant que journaliste, il a pêché à Israël? Bon, est-ce qu'il a été appêché à Israël de vérifier si réellement Bakole avait un combat avec X, étant donné qu'il réclamait un montant aussi colossal? Le journaliste d'investigation Israël Mutombo n'est pas obligé, dans le cadre de la communication, à pouvoir entrer
à l'intérieur du dossier que son invité vient lui présenter. Surtout que ces messages passent en direct. Surtout que ces messages passent en direct sur une chaîne aussi bien suivie. Mais qu'est-ce qu'on reproche? Qu'est-ce que les gens veulent reprocher encore à Israël Mutombo? On veut lui reprocher le fait d'avoir accompagné Bakole. Alors la question c'est, peut-être, je voulais peut-être poser la question justement par rapport à ça. Les mains que vous voyez là, ce sont les mains d'Israël Mutombo. Alors quand il reçoit l'argent de la dame pour remettre à Bakole, on se pose des questions. Les Congolais se posent des questions. À quelle qualité et titre il reçoit l'argent pour remettre à Bakole? Médiateur, facilitateur ou journaliste? Quand Israël Mutombo, Congolais, de père et de mère, accompagne M. Bakole. Vous revenez encore sur une question de père et de mère? Non, je précise. Allez-y. Je précise qu'il s'agit de frères. Il s'agit de Francis et de Désiré. Quand bien même que vous recevez Désiré dans une émission, Désiré peut vous solliciter. Mon cher ami, je n'ai pas un véhicule. Accompagnez-moi à tel endroit. Et c'est ce qu'il a fait. Jusqu'au point d'être filmé, prendre l'argent, comme si... Mais attendez, Bakole à ce moment-là n'avait pas de main pour prendre l'argent de la part de la dame. Vous avez un... C'est une question de confiance. Peut-être les gens s'apprennent à Israël Mutombo parce qu'ils n'ont pas eu la même confiance qu'il a eu par rapport à ces dossiers. Vraiment. C'est une question de confiance. J'ai confiance à Francis. Monsieur Francis, accompagnez-moi. J'ai vendu ma parcelle pour qu'on me paye l'argent. Et quand on donne l'argent, j'ai donné à Francis. Généralement, ce sont les témoins qui jouent ce rôle-là. Qu'ils puissent compter cet argent. Non, le gouvernement, quand il débourse l'argent, il n'a pas besoin de témoins. Les témoins, ce sont les documents. Mais il a besoin de personnes de confiance. Non, attends. Ce n'est pas le gouvernement qui a besoin d'Israël Mutombo. Mais c'est le bénéficiaire de l'argent. C'est mon argent que je pars prendre. J'ai le droit de me faire accompagner de qui je veux. Si je veux prendre Israël Mutombo, je vais avec. Si je veux prendre Francis, je vais avec. Si je veux prendre un enfant, une petite fille, je vais avec. Est-ce que les explications, vous ne trouvez pas que les explications que vous donnez ici sont en contradiction avec les images qui tournent? Les images démontrent quoi? Les images démontrent l'ami de Bakole en train de prendre de l'argent pour donner, remettre, congolais. Non, pour remettre à Bakole. Oui. Et il joue spécialement. Je voudrais à deux termes. Quel est le rôle qu'il joue à ce moment-là? Le rôle qu'Israël Mutombo a joué dans ces démarches, dans cette démarche plutôt, le seul rôle, c'est le fait d'avoir facilité à Bakole de s'exprimer et donc ici, et d'être suivi par le décideur. Et ici, on peut appeler Israël comme facilitateur. Non. Mais vous avez dit le rôle qu'il joue, c'est d'avoir facilité. Non, attendez. Je ne parle pas de facilitateur en termes d'engagement financier. Il faut faire la part de choses. Allez-y. Il lui a facilité de faire passer son message. J'ai précisé comme ça. C'est-à-dire, il avait un message et il a estimé que Bosolo la politique a une tribune qui est suivie par la population et par les autorités. Il est venu solliciter et je pense peut-être qu'il avait payé de l'argent parce que je sais qu'on paye de l'argent pour ce genre de communication. Il passe, il communique il fait passer son message. C'est le seul rôle que la chaîne de télévision Bosolo la politique a joué. C'est le seul rôle public. Maintenant, ce qui se passe dans le fait d'être accompagné par Bakole, ce sont des démarches, des activités privées. Je suis Congolais, je dois bénéficier de l'argent de la part du gouvernement congolais, mais je peux faire appel à un autre Congolais pour m'accompagner, ça ne vous engage pas. Merci Désiré Tchimbokoy. J'aime souvent quand vous exprimez, ça donne quand même toujours des éléments. Même quand c'est pour signer sur les documents du ministère, c'est Israël qui prend les documents pour donner à Bakole et signer. Vous suivez, vous qui nous suivez, vous comprenez que il était un homme de confiance de Martin Bakole. Oui, c'est un homme de confiance. Bakole a fait confiance à monsieur Israël Mutombo. Vous savez, quand nous allons retirer l'argent à la banque, on ne se fait pas accompagner de n'importe qui. J'ai suivi ici qu'il y avait un président de la République qui touchait l'argent, mais sa femme n'était pas au courant. Laissez Kabila tranquille. Je ne vais pas parler. Moi, j'ai juste fait passer le message. Laissez Kabila tranquille. C'est-à-dire, les gens, quand ils vont à banque, ils sont trop discrets.
Même les députés... Mais c'est une première qu'on voit quelqu'un prendre l'argent et on le filme. Hein. Non, ça, déjà, il faut condamner... Et puis, qu'est-ce qu'on fait de circuits bancaires à ce 21e siècle? Hein? Non, d'abord, j'ai condamné cet acte. La chaîne des dépenses n'a pas été respectée. La chaîne des dépenses voudrait que les étapes de la chaîne puissent être prises comme il se doit. Mais le ministre des Sports a estimé que c'était une priorité, alors que la priorité... c'est la réhabilitation du stade des Martyrs. Malgré les remontrances qui lui sont faites par la population, par les événements qui se sont passés, ce monsieur est resté taiseux. J'aurais compris qu'en ce jour, quelques activités seraient en train de commencer au stade des Martyrs pour quand même faire voir à la population que non, les reproches que vous m'avez faits, j'en suis quand même conscient. C'est regrettable que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est fait au stade des Martyrs, alors que le gouvernement a déboursé de l'argent. Et le niveau d'exécution des travaux au stade des Martyrs par rapport à l'argent qui a été déboursé par le gouvernement, c'est totalement contradictoire. C'est là où nous en appelons à la vigilance de M. Jules Alinghetti, qui aide quand même le président de la République à pouvoir redorer ses blasons, de pouvoir mener une enquête en ce jour au niveau du ministère de Sport pour établir les responsabilités politiques. Les responsabilités politiques, nous les attendons déjà à la sortie du gouvernement. Oh. Mais les responsabilités pénale de cette mégestion que nous constatons dans la réhabilitation du stade de Martyrs, il doit les subir juste à sa sortie du gouvernement. Regarde un peu cette image du stade de Martyrs. Ça, c'est l'inspection, le membre de l'inspection de la CAF en train de faire le travail. On arrive et... Est-ce qu'avant, il n'y avait pas de services pour inspecter quand même le stade de Martyrs avant que déjà, Francis, de la CAF n'arrive? Je voudrais demander... Regarde un peu ce qui est là. Je voudrais demander au gouverneur de la ville de limoger la personne l'administrateur du stade de Martyrs. Il doit être limogé. Parce que ce stade de Martyrs génère quand même de fonds importants. On n'a même pas toujours besoin que le gouvernement central puisse intervenir dans des cas pareils. Il ne s'agit pas de la construction du stade. Il s'agit de la réfection. Et rien qu'avec le frais de fonctionnement du stade de Martyrs, on peut réfectionner le stade de Martyrs. Mais malgré cela, le gouvernement a mis en disposition du ministre des Sports de fonds. Parce qu'on parle aussi du ministre de Sport. Est-ce que je crois que vous avez appris comme moi que le stade tout-puissant Mazembe, c'est le seul stade homologué en RDC. On a disponibilisé le stade pour que nos léopards puissent aller jouer là-bas. Mais le gouvernement a décidé, je ne sais pas si c'est Serge Condé lui-même qui a décidé à ce que l'équipe se rende au Cameroun pour jouer le match. On a refusé d'aller au stade de Mazembe. Pourquoi ? Est-ce que vous trouvez que c'est un problème politique? Mais la politique revient même au niveau du sport. Il s'agit de l'État et du secteur privé. Parce que le stade Mazembe est un stade privé. J'espère que vous le savez très bien. Alors qu'à Lubumbashi, il y a un autre stade public, le stade de Kibasa. Donc, l'État a honte d'aller chez un privé? Non, attends, je voudrais regretter le fait que le président Moïse Katumbi, envers qui nous avons beaucoup de respect, puisse gérer pendant son mandat au niveau du gouvernorat du Katanga et que les activités privées aient mieux marché que les activités publiques de l'État. C'est regrettable. Et ça, c'est une coutume dans notre pays que les activités privées des hommes politiques... Ça, c'est un raccordement frauduleux, Désiré. Est-ce que c'est quelqu'un qui fait à son niveau de gouverneur? Est-ce que c'est un mensonge? Mais alors, à quel niveau il a construit le stade de Mazembe? Un gouverneur de la plus riche province peut manquer de construire un stade public de l'État. Papa, l'État ici, à Kinshasa, est capable de réfectionner le stade de Martyrs. Vous voulez aller incomber la faute à Katumbi? Non, je vous qui a même disponibilisé le stade pour que l'équipe nationale aille jouer. Non, c'est seulement une sorte de comparaison d'analyse. Ça c'est le mur de toilette du stade de Martyrs. Vous avez une activité privée et une activité publique gérée par une même personne. Mais l'activité publique échoue parce que le stade Kibasa existait pendant que Katumbi
Katumbi était gouverneur du Katanga et qu'il était en train d'aménager les mettez-moi la photo de Doudou. On doit conclure cette émission. De l'État comme ça. Parce que finalement, finalement Désiré est en train de chercher. Dont les activités privées réussissent. Là-bas, c'est son université qui réussit. Mais tout ce qu'il a fait dans le cadre du secteur public ne réussit pas. On doit arrêter ces comportements ici où ce sont leurs activités privées qui marchent. Mais les activités publiques ne marchent pas. Question. Non, donc le problème se pose ailleurs. Vous ramenez les dossiers au niveau de Katumbi. Non, ma question était celle d'abord de savoir pourquoi le stade de Mazembe. On a offert quand même de l'hospitalité à nos léopards, mais on s'est dit que parce que ça appartient à tel, on doit aller payer des billets aux joueurs jusqu'au Cameroun pour qu'ils jouent là-bas. Non, ce n'est pas parce que ça appartient à tel. Mais c'est quoi le problème? Mais le problème, c'est quoi? Le gouvernement a honte d'aller chez un particulier. Non, le gouvernement ne peut pas avoir honte. Atayomogo, vraiment. Boy. Non, ça c'est regrettable, nous l'avons déjà dit. Mais le mal ici, c'est lorsque les activités publiques de l'État échouent. Je regrette Katumbi, gouverneur du Katanga, même pas du Haut, du Katanga. Il y a 2 stades. Le stade Kibasa qui est là et le stade du tout-puissant Mazembe. Il abandonne quand même les secteurs publics, mais il prétend quand même que quand il va devenir président de la République, il va s'occuper du peuple congolais. De qui c'est mon côté? C'est le même comportement que l'on voit de la part de Matata Mponyo. Mais il y a un régime qui est là, qui doit aussi, si Katumbi n'a pas fait... Non, mais mais c'est ce que je vous ai dit. Les gens doivent comprendre à un certain moment les types de responsabilités. Le gouvernement a joué sa part de responsabilité dans la réflexion parce qu'il a disponibilisé le moyen. Malheureusement, nous sommes ici trahis par la mauvaise gestion du ministre des Sports qui doit être sanctionné parce qu'on ne peut pas cautionner de tels actes. Le chef de l'État se déploie déjà pour des choses qui sont beaucoup plus importantes pour la nation. Il ne peut pas s'occuper de tout. Mais lorsque des citoyens, encore qui sont des Congolais, s'amusent à pouvoir gérer avec légèreté. Nous sommes arrivés presque à la fin de cet entretien avec Désiré. Est-ce que, avant qu'on arrive à souhaiter un anniversaire à Doudou, est-ce que vous avez un dernier mot? Le dernier mot ici que je voudrais partager, c'est que notre pays, au jour d'aujourd'hui, fait face à une agression injustifiée, en même temps justifiée à cause de sa richesse, mais injustifiée parce qu'il n'y a pas de bonnes raisons. Cette agression a commencé depuis l'entrée de l'AFDEL au pouvoir. Et l'AFDEL qui a conduit un secteur de violence depuis 1994-1996. L'AFDEL qui se transforme en 2009 par les CNDP. D'abord en 2000 par le RCD Goma. Le RCD Goma dont on connaît les sources de financement, c'est la République du Rwanda. Et la plupart des politiques que nous avons aujourd'hui dans notre pays ont été dans le RCD Goma. Ils savent bien ce qui se passe. Le RCD Goma qui s'est transformé plus tard à CNDP de Laurent Kunda. Plus tard aujourd'hui, on a le M23 en 2013 qui se réorganise. Ce que nous voudrions demander à la classe politique congolaise, c'est de comprendre que la situation que nous avons est une situation qui a des origines dans les brassages et les mixages, pas seulement au sein de l'armée, mais au sein des services de renseignement, au sein de la classe politique congolaise, y compris aussi au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Au jour d'aujourd'hui, le gouvernement de la République a mis en place, depuis l'indépendance, pour la première fois que nous ayons une politique de défense et une loi de programmation militaire. Ce sont des outils importants qui vont permettre à notre pays de pouvoir faire face à ce que nous avons comme situation d'agressivité à l'est de la RDC, de la simple raison que notre pays ne peut compter que sur sa propre armée, et c'est ce que nous sommes en train de faire au jour d'aujourd'hui. Que la classe politique arrête cette communication de la diabolisation qui prête les flancs à l'ennemi. Parce qu'on a suivi que les médias nationaux sont interdits de diffusion dans les zones qui sont occupées par le M23. Mais quand vous regardez l'attitude de la classe politique, c'est comme si c'est une situation qui concerne les individus. Vous prétendez gérer la République démocratique du Congo demain par voie des élections. Vous devez militer pour l'intégrité du territoire. Parce que si la RDC n'existe pas dans sa forme actuelle, vous n'aurez pas cette gestion pacifique. Merci beaucoup, Désiré Tshimbekoy, d'avoir accepté
cette invitation pour un entretien de samedi sur Congo Presse. Merci à vous aussi de nous avoir très très nombreux suivis. On voudrait faire honneur à un des invités de Congo Presse qui ont toujours fait quand même honneur à cette voilà, à cette émission très suivie. Il s'appelle Lambert Longombe Doudou, communément appelé Doudou. Il fête son anniversaire aujourd'hui. Semaine 13 avec toute l'équipe de Congo Presse. Nous lui souhaitons quand même une longue vie, que l'Éternel continue à le bénir, qu'il aille de l'avant dans tout ce qu'il a. Joyeux anniversaire à notre cher grand frère de Katako Kombe. Merci. Merci. Du Sankuru, alors Doudou Longombe. Nous vous aimons beaucoup. Nous voudrions bien vous voir compétir pour les élections au niveau de la province du Sankuru. Nous en avons marre. Merci. Nous voulons la jeunesse. Parce qu'aujourd'hui, nous parlons du renouvellement de la classe politique. Mais dans notre province, il faut encore aller plus loin pour parler du rajeunissement de la classe politique. Il faut rajeunir cette classe politique qui comprend beaucoup plus le besoin de la jeunesse. En tout cas, joyeux anniversaire à Maître Doudou Longombe. Heureux anniversaire à vous. On va se voir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à la technique, Kabouya. Merci à Isaac. Merci à Louis-France pour la coordination de cette émission. Bon week-end à Maître Pascal Niembo. Merci à toute l'équipe de Semaine 13. Merci à Jean-Marie. Merci à tout le monde qui nous fait confiance. Il faut continuer à soutenir votre chaîne. Il faut continuer à soutenir Congo Presse, votre émission. Le rendez-vous est maintenu. On va se retrouver les samedis prochains à 16h. Au revoir.